Professeur Nadia Sletten du CHU de Marrakech pour nous parler de la cyanose du nouveau-né. Madame Nadia Sletten est néonatologiste, mais aussi elle est cardiologue pédiatre. À vous la parole, madame. Merci, honorable assistance. Merci, monsieur professeur Hida, de nous avoir permis de nous réunir autour de cette manifestation scientifique. On était vraiment avides de manifestations scientifiques. Et puis, je remercie le modérateur, professeur Bouherrou, qui est mon maître en néonatologie, professeur Abou Saad, auquel j'ai appris la cardiologie néonatale. Et donc, sans plus tarder, le thème qui m'a été confié est donc la cyanose du nouveau-né. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que la cyanose du nouveau-né est urgente. Est-ce qu'on peut avoir la projection, s'il vous plaît ? Que la cyanose du nouveau-né est une urgence, que la démarche diagnostique doit être vraiment rigoureuse, que le pronostic en dépend et que les causes respiratoires prédominent. Donc, on parle de cyanose dès que l'hémoglobine désoxygénée dépasse 5 grammes par décilitre, par 100 millilitres. Donc, on parle de cyanose dès que l'hémoglobine désoxygénée dépasse 5 grammes par 100 millilitres, et c'est là où elle devient visible. Les causes respiratoires prédominent, les causes cardiaques, mais ce sont surtout les causes cardiaques qui posent problème, et on va bien le voir durant cet exposé. Est-ce qu'on peut avoir la projection, s'il vous plaît ? Donc, par rapport aux classifications de la cyanose, donc, je pense que je vais attendre que la projection soit faite. Et si je peux par la même occasion avoir le timing. Ça ? Très bien, merci. Moi, c'est pas encore, non, ça compte pas encore. Ce n'est pas de sa faute, c'est la technicité. Il doit prendre son temps. C'est pas ça. C'est l'audience qui va déterminer quand je m'arrête. Moi, quand vous me dites d'arrêter, je l'arrête. Peut-être de la communication, mais le temps vient. Ok. C'est bon. Voilà. Donc, la classification de la cyanose néonatale, nous avons 3 classifications. Nous avons la cyanose centrale, la cyanose périphérique et la cyanose différentielle. On va détailler. Donc, la cyanose centrale, c'est une désaturation systémique avec une saturation qui est basse, inférieure à 85%. Et nous avons des causes diverses, d'hypoventilation, des pathologies pulmonaires, les chaînes droite-gauche et les désordres hématologiques, donc les anomalies de l'hémoglobine qui ne permettent pas un transport adéquat en oxygène. Puis, nous avons la cyanose périphérique. En fait, la cyanose périphérique, c'est une extraction accrue des tissus en oxygène. Donc, au lieu d'extraire 40%, il commence à extraire 60%. Et c'est une situation qu'on observe dans le cadre de ralentissement de la circulation capillaire. Et ce sont des situations, donc, que nous voyons dans les vasoconstrictions, donc des situations qui sont assez simples. Les vasoconstrictions, l'exposition au foie, certaines polyglobulies, et puis aussi dans des situations pathologiques graves, telles que le faible débit cardiaque, le sepsis. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle les acrocyanoses. Donc, c'est un bébé qui va tout bien, qui est vraiment très, très normal, avec des extrémités qui sont bleues, donc la main, et puis en péribuccal et en périorbitaire, c'est bleu. C'est une cyanose qui disparaît au bout de 24-48 heures et qui n'a aucune signification pathologique. Puis nous avons la cyanose différentielle, et là c'est une entité qui commence à apparaître et qui est très intéressante. C'est quand nous avons donc une différence d'oxygénation entre le corps, la partie supérieure du corps et la partie inférieure du corps. Nous avons donc une différence de saturation en haut et en bas, et ceci c'est grâce à l'existence du canal artériel. Cette situation, nous l'observons dans certaines situations pathologiques telles que la persistance de l'HTAP persistant du nouveau-né, la coarctation et l'interruption de l'arc aortique.
Voilà, donc la démarche clinique, elle doit être bien entendu rigoureuse. Le diagnostic, il est super facile, c'est un diagnostic purement clinique et la cyanose est facilement appréciée sur les lèvres, sur les angles, sur le lobe des oreilles, sur les muqueuses et là, en général, où la peau est fine. Elle est exagérée quand on est dans une ambiance sombre, elle est sous-estimée quand on est dans une ambiance claire, et elle peut être complètement sous-diagnostiquée quand on est de race noire, quand la couleur est un peu bronzée. Et c'est là donc l'intérêt d'examiner les ongles, la langue et les muqueuses qui ne sont pas très pigmentées. Donc le diagnostic, il est clinique, il est facile. Alors, nous avons un certain nombre d'orientations qui nous permettent de voir si ce sont plutôt respiratoires ou cardiaques. Donc, quand vous avez une cyanose qui est discrète, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, non. Quand vous avez... c'est ce que je vais faire. Quand vous avez une cyanose... Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand vous avez une cyanose qui est discrète, avec des signes de lutte qui sont plutôt intenses, avec un tirage qui est marqué, des battements des ailes du nez, on est plutôt orienté vers une origine pulmonaire. Quand, par contre, nous avons une cyanose qui est intense, avec très peu de signes de lutte, ou vraiment pas du tout de signes de lutte, nous sommes plutôt orientés vers l'origine cardiaque. Quand on a en plus une hépatomégalie, un souffle, des signes d'insuffisance cardiaque, là on est vraiment orienté vers le cœur. Donc quand on est devant une présence de cyanose qu'on a objectivée par la saturation, là le premier réflexe, je ne vous apprends rien, c'est le test d'hyperoxie. Et c'est quoi ce test d'hyperoxie ? C'est d'administrer de l'oxygène avec 100% de FiO2 pendant 10 minutes et d'attendre voir comment ce bébé va réagir. Donc si ce bébé améliore sa cyanose, nous sommes dans les causes respiratoires. Si ce bébé change un tout petit peu, il améliore légèrement sa cyanose, nous sommes plutôt orientés vers l'origine cardiaque. Les choses sont un peu plus complexes que ça, mais disons d'une façon simpliste, c'est ce que nous avons. Donc l'oxymètre de pouls, maintenant, il a révolutionné. On ne peut pas se passer de l'oxymètre de pouls. Et actuellement, les oxymètres de dernière génération fonctionnent même avec une très mauvaise perfusion, avec une saturation systémique qui est très basse. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir des oxymètres de dernière génération. Et puis, je ne vous apprends rien en vous disant que maintenant, pour prendre l'oxymètre, c'est 2 mesures, c'est membre supérieur droit et membre inférieur, quel que soit le membre, pour pouvoir voir s'il y a une différentielle de saturation entre le membre supérieur et le membre inférieur, en pensant à la saturation pré- et post-ductale. Puis le test d'hyperoxie. Le test d'hyperoxie, idéalement, il doit s'accompagner de la gazométrie. Mais nous, dans notre contexte, je pense que c'est le cas pour presque tout le monde, nous n'utilisons pas beaucoup les gaz du sang et nous allons voir comment on va raisonner sans gazométrie. Mais idéalement, quand on met un test d'hyperoxie, on doit s'attendre à ce que la PaO2 soit supérieure à 160 mm pour pouvoir éliminer un petit peu les causes cardiaques. Quand nous avons une valeur qui dépasse 250 mm de mercure, nous sommes sûrs que ce n'est pas une cause cardiaque. Puis on parle d'un test échoué, un échec de test, quand la PaO2 ne dépasse pas 100 mm de mercure, ou bien quand elle n'augmente pas au-delà de 30 mm de mercure. Donc là, c'est un tableau qui est très intéressant, qui parle en fait du test d'oxymétrie, et qui associe en même temps la gazométrie, tout ce qui est entre parenthèses, c'est en fait la saturation en oxygène. Et vous allez voir comment on peut, même sans gazométrie, raisonner cardiopathie, neurologique, etc. Donc, chez un bébé qui est tout à fait normal, vous avez une saturation qui est à 94%, après le test d'oxymètre, après le FiO2 à 100%, nous avons une saturation qui est à 100%. Dans les pathologies pulmonaires et les pathologies neurologiques, vous voyez, nous avons une saturation qui n'est pas très sévère, 85%, c'est une cyanose quand même. Dès qu'on administre l'oxygène, nous avons 100% de saturation. Dans la méthémoglobuline, nous avons 95% de saturation qui passe à 100%, mais là, regardez, la gazométrie est intéressante parce que la PaO2 dépasse les 200 mm de mercure. Puis, dans les causes cardiaques, c'est là où il y a une petite affinité diagnostique. Nous avons un certain nombre de situations cardiaques, donc les situations avec une circulation séparée, c'est-à-dire dans les transpositions de gros vaisseaux, mais sans mixine, à septum intact, il n'y a pas de CIV. Nous avons donc une saturation qui est basse à moins de 75%, et quand on met le test d'hyperoxie,
Elle augmente un tout petit peu, et en tout cas la PaO2 ne dépasse pas 30% de différence. Et donc là, c'est un test qui est failing, un échec de test. Puis nous avons aussi les situations de cardiopathie où le flux est restreint. Ceci s'observe quand il y a des sténoses pulmonaires, des atrésies pulmonaires. Donc là aussi la même chose, la cyanose est sévère et elle ne s'améliore pas beaucoup avec l'oxymètre, avec l'oxygène, où on a une saturation qui ne dépasse pas 85%. Puis nous avons des situations où nous avons beaucoup de mixine, de sang mélangé entre le cœur droit et le cœur gauche. Et donc, ce sont des situations telles que le trancus, telles que la tétralogie de Fallot, telles que le ventricule unique, l'anomalie de retour veineux pulmonaire. Donc là, nous avons une saturation qui est basse, mais pas vraiment très basse, à 85%. Et puis regardez, même quand on met ici le test d'hyperoxie, eh ben, il répond. C'est vrai qu'il reste un petit peu en deçà de 100%, mais quand même, il y a une réponse par rapport aux autres cardiopathies cyanogènes où le flux pulmonaire est très restreint. Donc là, c'est parfois des pièges. La gazométrie peut nous aider. Nous avons aussi la situation d'HTAP du nouveau-né. Et là, c'est vraiment intéressant puisque nous avons toujours une différence entre la saturation membre supérieur droit et membre inférieur. Donc, entre la saturation préductale et postductale. En l'absence de shunt droite-gauche, regardez, nous avons une saturation en haut à 94% et en bas à 75%. Donc, nous avons une belle différenciation. Et quand il y a un shunt droite-gauche, regardez, la différence n'est pas notée, mais il y a une cyanose à 75% et elle est sévère et elle ne répond pas au test d'hyperoxie. Donc, regardez comment la simple clinique, elle nous permet de nous orienter vers pas mal de choses, des origines cardiaques, respiratoires, etc. Donc, je vous fais grâce de l'interrogatoire de l'examen clinique parce que je n'ai pas assez le temps de toutes les façons et que vous savez tout. Et donc l'exploration, on a parlé de la saturation et du test hyperoxie qui est très important. Et puis, dans la paraclinique, je mets 3 croix sur la radiothorax puisque c'est ce que tout le monde a. La radiothorax, finalement, est présente dans tous les centres. Le luxe, c'est d'avoir l'échographie, mais ça ne devrait plus être un luxe. Une écho-cœur doit faire partie d'un service de réanimation néonatale. Donc, la radiothorax, elle permet de nous faire pas mal de diagnostics. En tout cas, tout ce qui est d'origine respiratoire, il est presque posé par la radiothorax et également, elle permet de nous orienter vers les pathologies cardiaques. Donc, la radiothorax, elle va nous permettre de voir le cœur, son situs, s'il y a la forme du cœur, et puis aussi de voir l'état du poumon, le parenchyme, etc. Quand on a une cyanose avec une saturation qui est basse, avec un test réfractaire à l'oxygène, avec une radio qui nous permet d'éliminer, entre guillemets, les causes respiratoires, nous devons absolument avoir le réflexe d'être orienté vers un centre cardiologique le plus précoce pour faire le diagnostic. Donc, les causes respiratoires, vous les connaissez tous. Je pense que ce n'est pas vraiment notre cheval de bataille ici. Donc, c'est toutes les infections. Et là, je vous montre quelques radiographies du thorax. Là, vous avez donc une maladie des membranes hyalines. Là, vous avez un retard de résorption pulmonaire où la compliance du poumon est presque conservée. Là, vous avez une malformation pulmonaire. Là, vous avez une belle hernie diaphragmatique avec l'ascension de l'intestin en intrathoracique. Là, vous avez donc une inhalation du liquide méconial. Vous avez ici une paralysie phrénique avec une ascension de la coupole diaphragmatique. Et là, vous avez un beau emphysème géant. Regardez comment la radiothorax, pour les causes respiratoires, ne pose pas de problème et nous permet de nous orienter. En plus de cela, à côté des causes respiratoires, elle va nous permettre aussi de nous orienter vers les causes cardiaques. Vous avez, par exemple... Ici, vous avez donc une forme de cœur en coquille d'œuf avec un médiastin qui est étroit et ça nous permet de faire le diagnostic de transposition des gros vaisseaux. Et vous avez donc là en bas une forme de cœur en sabot avec une pointe sus-diaphragmatique, avec une crosse de l'aorte qui est à droite et ça nous permet de faire le diagnostic de... Vous savez tous, de tétralogie de Fallot, atrésie tricuspidienne, atrésie pulmonaire également. Ici, dans cette radio, vous avez une belle photo de bonhomme de neige, ou bien en 8, et là, vous avez fait le diagnostic de retour veineux anormal total. Donc, regardez, la radiothorax, elle garde son importance. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas avoir d'écho-cœur, que ça devrait nous suffire, mais il faut y penser, et ça nous permet de s'orienter vers plein de choses.
D'accord, ok. Donc, les causes neurologiques, je passe. Là, vous avez un arbre décisionnel pour vous dire que le nouveau-né qui présente une cyanose, donc vous avez deux cas de figure. Soit c'est une cyanose qui est limitée aux lèvres avec une saturation qui est tout à fait normale, et donc là, on est dans les acrocyanoses, donc toutes les causes qui ne sont pas très pathologiques, polyglobulie, vasoconstriction, mais attention aux causes de faible débit cardiaque. Et puis, vous avez la deuxième situation où vous avez la saturation qui est basse, et on est dans les cyanoses centrales. Donc, dans les cyanoses centrales, vous avez, soit ce sont des causes respiratoires, donc là vous avez une cyanose qui est modérée avec des signes de lutte très très importants et avec un test d'hyperoxie qui répond très bien à l'oxygène, et là vous êtes dans les causes respiratoires. Dans les causes cardiaques, vous avez une cyanose qui est intense avec des signes de lutte qui ne sont pas très présents, avec un test d'hyperoxie qui est réfractaire à l'oxygène. Et puis vous avez dans l'autre figure la cyanose différentielle où nous avons une différence entre le membre supérieur et le membre inférieur. Soit le membre supérieur est plus haut que le membre inférieur, soit le membre inférieur est plus bas plus bas que le membre inférieur. Et là, nous avons fait le diagnostic de coarctation d'HTAP du nouveau-né. Donc là, c'est un beau tableau pour résumer un peu le fameux ABCD que vous connaissez. Donc A comme airways, donc tout ce qui est obstruction des voies aériennes. B comme breathing, donc tout ce qui est respiratoire. C comme circulation, donc tout ce qui est cardiaque. D comme defective hemoglobin, donc un problème d'hémoglobine. Et puis divers, vous avez les causes centrales, les apnées du prématuré, le sepsis, etc. Donc j'arrive aux cas cliniques, j'ai préparé 5 cas cliniques, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire. En tout cas, c'est un nouveau-né qui est né à H1 de vie, né d'une grossesse bien suivie, etc. Il présente, ce qui est important, c'est qu'il présente une cyanose généralisée qui est isolée. D'accord ? Il n'y a pas de souffle à l'auscultation, il n'y a pas de détresse respiratoire. Qu'est-ce que ça vous permet ? Est-ce que déjà, c'est une situation qui vous rassure ? Un bébé qui n'a pas de détresse, qui est bleu, oui ? Il est bleu. On voit qu'il est bleu, Ok, 70%, saturation à 70%. D'accord, ça nous évoque quoi ? La transposition, on doit penser à la transposition des gros vaisseaux, parce qu'un bébé qui va tout bien, qui vraiment, on dit que c'est un baby blue vraiment bien portant, il faut penser à la transposition des gros vaisseaux. Et donc, quelle est votre conduite à tenir ? J'ai déjà dit, donc le test d'hyperoxie, avec une saturation aux 4 membres qui est à 70%. En fait, c'est une cyanose réfractaire à l'oxygène. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Une radiothorax, d'accord ? Donc, je vous montre la radiothorax. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Donc, c'est un cœur en coquille d'œuf avec un petit médiastin étroit. Donc, ça nous permet de nous orienter vers une transposition des gros vaisseaux. Et puis, à l'écho-cœur, j'espère que ça va marcher. Oui, très bien. Donc, vous voyez ce fameux... les vaisseaux qui sont parallèles avec une artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche, avec une aorte qui sort du ventricule droit, et les deux en situation parallèle. C'est la classique image en double canon de fusil que vous connaissez. D'accord ? Là, c'est pour vous montrer comme quoi il y a un canal artériel qui est encore perméable, mais qui malheureusement est en train de se fermer. Donc, si on ne fait rien à ce bébé risque de décéder, bien entendu. Donc, ici, le réflexe, et là, c'est un appel à tous les centres de réanimation, ou même de niveau 1, niveau 2, d'avoir au moins la prostaglandine à portée de leurs mains, perfuser la prostaglandine, transporter le bébé vers les centres spécialisés. Et puis là, il faudrait qu'on fasse donc un Rashkin, donc ouvrir le septum et le préparer pour le switch artériel. Donc là, c'est presque les mêmes images, parce que j'ai encore d'autres cas cliniques. Alors, ce bébé-là, c'est un bébé qui a J3 de vie, qui se présente aux urgences pédiatriques pour une cyanose généralisée et qui est admis pour des difficultés à finir ses tétés. Et il fait parfois des malaises, surtout quand il pleure, il commence vraiment à s'essouffler, à perdre connaissance pendant un bon bout de temps. La saturation aux 4 membres, elle est à 70%. D'accord ? L'auscultation, ici, elle retrouve un souffle systolique en rayon de roue. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous avez dit un Fallot, c'est ça ? J'ai entendu Fallot. Une tétralogie de Fallot. Parce que ici, vous avez un souffle en rayon de roue, ça évoque quoi ? Une CIV, d'accord ? Mais n'oubliez pas qu'une tétralogie de Fallot, sauf dans des formes vraiment irrégulières, elle ne donne pas des malaises, sauf dans les formes irrégulières. Mais on doit évoquer la tétralogie de Fallot.
bien sûr. Et après, nous avons quoi d'autre? La sténose pulmonaire critique, parce que n'oubliez pas que le souffle de sténose pulmonaire, il est typique d'une CIV. Il donne la même chose, souffle en rayon de roue avec une irradiation scapulaire. Donc c'est ça la différence. Donc il faut penser à ce genre de situation. Le test d'hyperoxie ici, il ne répond pas à l'oxygène et à l'écho-cœur. Donc à l'écho-cœur, regardez, vous avez, donc ici c'est l'aorte, ici c'est l'artère pulmonaire, regardez, vous avez un petit annulus pulmonaire avec presque très peu de sang qui passe, avec une dilatation post-sténotique, un canal qui permet encore de pallier à la situation. Donc ici, la conduite à tenir chez ce bébé, parce qu'il a une sténose vraiment critique, avec un gradient, vous allez le voir, le gradient, il est vraiment très élevé aux alentours de 100, donc on est dans la sténose pulmonaire critique. Ici, la conduite à tenir en urgence, bien sûr de l'adresser vers le centre cardiologique le plus proche, de dilater l'anneau pulmonaire, soit par cathétérisme. Si on n'a pas la possibilité de faire le cathétérisme, eh ben, ça sera fait par voie chirurgicale. Mais franchement, c'est une honte, encore en 2021, d'avoir ces bébés-là à dilater à opérer par sternotomie, je veux dire. Ok, troisième cas, donc je suis dans les temps. Donc c'est un bébé qui est admis à terme, à H4 de vie pour détresse respiratoire qui est modérée, qui est hospitalisé en réanimation néonatale. Il présente une cyanose modérée, qui est généralisée, avec une saturation qui est à 80%. Donc, ce n'est pas vraiment la saturation des 70-65% aux 4 membres. Une saturation à 80%, une détresse respiratoire, une cyanose modérée. Il est mis sous oxygène et la saturation monte à 94%. Donc, on peut dire que ce test, il répond à l'oxygène. D'accord? Et c'est ça le piège. Donc, c'est un test qui répond à l'oxygène. La détresse respiratoire persiste. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait quand même si ce test répond à l'oxygène, comme on a la main facile quand même à faire ça, nous avons fait quand même une écho-cœur. Et regardez ce qu'elle nous montre. Des cavités droites très dilatées qui poussent sur les cavités gauches. Vous avez une artère pulmonaire qui est dilatée. Donc là, pour un néonatologue qui se respecte, il va dire c'est une HTAP, d'accord? Les cavités droites poussent sur les cavités gauches. Regardez ici, vous avez le septum interventriculaire qui est affaissé. Ça, c'est un petit ventricule gauche avec un énorme ventricule droit qui pousse sur le septum. Donc, il y a beaucoup de pression dans le ventricule droit. C'est une HTAP du nouveau-né. Donc, on l'a mis sous oxygène et on a essayé de le monitorer. C'est un bébé qui ne s'est pas du tout amélioré. Au contraire, il a commencé à se fatiguer, à montrer des signes des signes de fatigabilité. Alors, on a décidé de refaire le TT et on tombe sur quoi? Sur un retour veineux anormal total supradiaphragmatique. Donc là aussi, il faut faire très attention parce que parfois, quand le bébé est agité, quand on a juste le diagnostic facile de l'HTAP, on se dit « ok, c'est bon », mais parfois, il faut faire et refaire l'écho et se dire que peut-être on a tort. Et ce bébé avait un retour veineux anormal qui commençait à se bloquer. Il a été opéré avec des suites opératoires qui sont bonnes. Donc là, s'il vous plaît, un réflexe, tout tableau d'HTAP du nouveau-né qui ne s'améliore pas doit faire rechercher une anomalie de retour veineux pulmonaire qui peut être sous-diagnostiquée dans pas mal de temps, dans pas mal de fois. Le dernier, est-ce que j'ai le droit au dernier cas ou, enfin, j'ai encore 2 cas. Est-ce que j'ai le droit ou j'arrête? Je peux arrêter? Est-ce que j'y vais? Ok. Donc là, c'est un bébé qui est de sexe masculin à terme, qui est admis à H24 de vie au service de réanimation pour cyanose généralisée. Et le signe, retrouve ici, c'est un mot-clé, des signes de choc cardiogénique. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un bébé avec un choc cardiogénique. Les nouveau-nés ne font pas de choc cardiogénique, sauf dans des situations vraiment particulières, et nous allons les voir. Une dyspnée des pouls huméraux, fémoraux, radiaux qui sont abolis. Donc en haut et en bas, les pouls sont abolis. Une tension artérielle basse aux 4 membres. La saturation aux 4 membres est à 80%. Le test d'hyperoxie ne montre pas d'amélioration. Quel est votre diagnostic? Alors, très bien pour la coarctation, mais la coarctation, nous avons en haut, c'est présent, en bas, c'est pas présent. Là, c'est en haut et en bas. Donc là, on est dans la situation du syndrome d'hypoplasie du VG. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive et
on n'y peut rien, c'est pas quelque chose de curable, en tout cas pas dans notre contexte marocain ni même francophone. Les États-Unis, ils y vont encore, mais le syndrome d'hypo-VG, on peut dire à la famille que vraiment c'est pas de bons pronostics, mais au moins on aura su que c'est un hypo-VG, on peut faire un conseil génétique, etc. Donc là, regardez comment la horte, elle est toute petite, ratatinée avec une artère pulmonaire qui est énorme. Ça, le petit rond, c'est la horte. Et là, vous avez un tout petit VG avec un ventricule gauche, pardon, et vous avez un grand ventricule droit. Et puis, regardez là, une belle coarctation. Bon, vous avez vu la coarctation. Donc, le dernier cas, c'est un bébé qui est à terme examiné en maternité. Il est tout bien. On fait juste un dépistage des cardiopathies congénitales en maternité grâce à la saturation préductale et postductale. C'est tout. Donc, on a trouvé une différence de 98 en haut et en bas, c'était à 94. Donc, nous avons 4% de différence de saturation. Donc, ceci est considéré comme un failing test et c'est un bébé qui doit être adressé pour faire une écho-cœur. Okay, bon, juste pour la curiosité, c'est des poux fémoraux qui étaient faibles et puis des poux huméraux qui étaient normaux. Et là, regardez l'écho qui retrouve des cavités gauches qui sont dilatées. Là aussi, c'est un signe c'est une cause d'insuffisance cardiaque chez le nouveau-né. Donc, des cavités gauches qui sont dilatées. Et regardez l'arc aortique avec une belle coarctation, d'accord, qui est étendue. C'est un bébé qui a été opéré et qu'on a pu sauver, alhamdoulilah, grâce à donc, une intervention précoce et grâce au dépistage des cardiopathies congénitales en salle de naissance. Ok, donc là, c'est le gradient. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Juste un dernier mot par rapport à ça. Pardon, par rapport au Covid-19, comme on est dans la pandémie Covid-19, eh ben, dernièrement, il y a eu un rapport, un papier qui rapporte comme quoi il y a eu une cyanose du nouveau-né qui est causée par le Covid-19. Donc, le Covid-19 n'a toujours pas fini de nous étonner. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Stétan, pour ce brillant exposé. Avant de donner la parole à la salle, je tiens à insister sur deux notions. La première, c'est que toutes les maternités, que ce soit privées ou publiques, doivent être munies d'un appareil de mesure de la saturation. C'est presque une affaire médico-légale. Nous avons eu quelques cas où des patients, après le diagnostic de cardiopathie congénitale de façon retardée, qui ont fait des scandales parce que le pédiatre qui a vu les bébés initialement n'avait pas mesuré la saturation. Ça devient vraiment un sujet inquiétant. La deuxième chose, c'est par rapport à l'échographie cardiaque, mais aussi l'échographie transfrontalaire. Il est important que les pédiatres qui travaillent dans des unités de réanimation néonatale insistent pour s'approvisionner en machines d'échographie qui, en même temps, la même sonde, une sonde de 7 ou de 8 MHz, permet de faire les échographies cardiaques, mais aussi elle permet de faire l'échographie transfrontalaire avec, bien sûr, l'exploration des axes vasculaires, comme disait tout à l'heure M. Khorassani. C'est vraiment le minimum nécessaire pour exercer de la néonatologie. C'est monitorer le cerveau et monitorer le cœur. D'ailleurs, même dans la pathologie respiratoire, parce que vous avez insisté beaucoup sur les cardiopathies congénitales, même la pathologie respiratoire pulmonaire devient maintenant accessible à l'échographie transthoracique. Et donc, on peut diagnostiquer des épanchements, on peut diagnostiquer beaucoup de choses. S'il y a des questions à la salle. Merci beaucoup, professeur Slitin. Merci c'était très intéressant. Je voudrais revenir juste sur une chose. Vous avez tout à fait raison. Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par le pédiatre dans les maternités. Et ça, c'est la chose que malheureusement, on n'a pas encore. Alors, je voudrais insister, ça c'est sur le plan clinique général, pour les anciens pédiatres surtout. Il ne faut pas attendre de trouver un souffle pour dire « Ah, c'est une cardiopathie ». Il y a une égalité de pression entre le ventricule droit et le ventricule gauche qui fait que même quand on a beaucoup de malformations, ne se manifeste pas par un souffle à la naissance. Et c'est pour ça que vous insistez en fait sur l'appareil de saturation qu'il faut avoir dans les maternités, que malheureusement on n'a pas dans toutes les maternités au Maroc. Donc, pour répondre à votre remarque qui est justifiée, et c'est bien d'y insister, le souffle n'est absolument pas
un outil important dans la cardiopathie. Parfois même trouver un souffle n'est pas inquiétant du tout. C'est pour cela que les gens ont instauré la politique de dépistage des cardiopathies congénitales, et ça c'est très simple. C'est membre supérieur droit, membre inférieur, et avec ça on passe à côté de pas mal d'autres cardiopathies, mais au moins les cardiopathies critiques on peut les dépister. C'est pour cela que ça a été instauré, c'est parce que justement le souffle n'a aucune importance. Mais s'il est là, il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Il n'y a pas de confusion. Est-ce que quand on dit maintenant dépistage de cardiopathie congénitale en centre de maternité, c'est une recommandation nationale, internationale ou là c'est une recommandation internationale. Dans notre centre, nous avons commencé à le faire, nous avons publié un papier. Chez votre centre, international. International. Alors maintenant, national, c'est une recommandation ou là, elle est en train d'être faite. Il y a professeur Barakat qui... Là, on est d'accord. Ma question, elle est simple, elle est précise. Est-ce que c'est une recommandation où va être une recommandation nationale ou là, effectivement, chaque centre avec son... Peut-être que c'est justifié. Donc, l'expérience de Marrakech ou là, est-ce que ça va être ou là, c'est une recommandation sur toutes les maternités au niveau national? Voilà ma question. C'est une recommandation internationale qui est en train d'être validée par le ministère de la Santé publique. Voilà. C'est ça, oui. C'est ça. Une petite précision. Je remercie les collègues, professeur Slayton et professeur Hmemi, pour la qualité de leur présentation. C'est vrai que la recherche de la cyanose en maternité est très importante, mais quand l'enfant est anémique, ça peut passer inaperçu. Donc, il faut bien sûr insister sur la notion de la pâleur. Si l'enfant a une anémie sévère, ça peut passer inaperçu. Alors, c'est quelque chose que j'ai enlevé parce que je n'avais pas beaucoup de temps, il y avait plein de choses à dire. Donc, d'une part, l'anémie masque et d'autre part, la polyglobulie accentue la cyanose. Bien, merci beaucoup.